Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV, diffusé sur Figaro TV. Sarah Lecoeuvre est avec moi aujourd'hui, magnifique, Sarah, printanière, estivale, il fait chaud. Hein. J'ai sorti les poids aujourd'hui. Ouais, c'est magnifique. Et notre invité du jour, vous allez le reconnaître, c'est l'ancienne voix emblématique du basket français. Après 30 ans de carrière, il a troqué les micros pour les clés d'un hôtel-restaurant en bord de mer, devenu un patron qui drive ses équipes comme un 5 majeur. Ce manager passionné et parfois chambreur porte aujourd'hui un double maillot. Et évidemment, c'est celui de meilleur commentateur de basket parmi les hôteliers, ça c'est sûr, et sans doute l'un des hôteliers les plus connus du paysage médiatico-gastronomique. Salut David Cosette, bonjour, merci d'être avec nous, on est ravis de vous avoir. Vous venez de publier L'Hôtel au bord de mer chez City Éditions, un livre dans lequel vous racontez votre vie d'entrepreneur, votre nouvelle vie après 30 ans de carrière passée dans le commentaire sportif à la télé. Alors avant qu'on parle de cette aventure, David, moi je voudrais revenir sur le début de votre livre, et notamment il y a 2-3 choses qui m'ont marqué. Alors la préface notamment de Denis Brognard. Ah, pourquoi Denis Brognard en fait? Vous connaissez, c'est un ami de longue date, j'imagine. Ouais, on est amis depuis 35 ans. On était à l'école de journalisme ensemble. Ah ouais, ok, ça remonte alors. À l'IPJ. Ouais. Et après, on a commencé ensemble à Eurosport. On était parmi les premières voix d'Eurosport quand Eurosport s'est lancé en français en 92. C'est vrai, ouais. Denis commentait l'athlétisme à l'époque. Exactement. Ouais, je dis souvent, est-ce que les gens savent que le présentateur de Koh-Lanta au départ était un journaliste d'athlé? Voilà. Et puis donc on est toute une génération comme ça qui avons grandi à Eurosport du temps où il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient le câble et tout ça. Il y avait Christophe Josse, il y avait Cyril Linette, Jean-Charles Sabatier, Frédéric Viard, donc Denis et d'autres encore. Et on était une bande de jeunes qui nous sommes construits professionnellement ensemble et on a gardé des liens très forts. Et alors c'est un livre qui parle évidemment de quelque chose de fort dans votre vie. Et ce film, au lieu de le dédier, par exemple, à votre femme Sandrine, vos filles, Faustine et Saud, vous le dédiez à Renaud Revel, qui est décédé l'an dernier, qui était un journaliste, auteur, chroniqueur, ancien rédacteur en chef à l'Express, très grand spécialiste des médias d'ailleurs, Renaud. Pour quelle raison? C'était un grand ami aussi, Renaud Revel? C'était mon meilleur ami. Ouais. C'était votre meilleur ami. Je suis toujours un peu ému en parlant de Nono parce que on était très proches avec sa femme qui était en plus Véronique ma patronne, qui était ma patronne au sport à Canal+. Exact, ouais. Mais au-delà des relations professionnelles, oui, c'était nos meilleurs amis. Renaud et Véro étaient nos témoins de mariage, par exemple, à ma femme et à moi, et on a tout vécu ensemble, des week-ends, des vacances, et voilà. Donc c'était normal de Et j'avais une dédier. admiration profonde pour ce qu'était Nono, son érudition, sa culture, mais surtout cette humilité absolue, cette simplicité, ce côté un peu la tête dans les nuages où il ne se rendait même pas compte de qui il était. C'était juste un homme absolument formidable. Ouais, absolument. J'imagine vous l'avez accompagné jusqu'au bout, jusqu'à sa dernière épreuve. Oui, bien sûr. J'ai même fait un petit discours lors des obsèques. J'ai essayé de ne pas craquer, où je voulais rendre hommage à celui qui était mon meilleur ami et qui était... J'aurais souhaité que tout le monde puisse connaître cet homme-là, qui était formidable. Absolument. On l'a même vu chez Cyril Hanouna. Il avait fait quelques passages dans Touche pas à mon poste à l'époque. Oui. On va poursuivre cet entretien dans un instant. Renaud, on va parler de votre livre, de vos projets actuels. Ce sera juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Et on démarre ces Infomédias, ça avec du mercato. J'adore quand on fait le mercato, c'est top. Alors là, il y a un départ dans Bonjour avec vous sur TF1. Oui, avec vous. Donc ça, c'est l'after de la matinale de Bruce Toussaint. C'est cette partie diffusée entre 10 cartonne en ce moment d'ailleurs. Et 11h, oui, animée par Christophe Beaugrand. Et Bénédicte Le Châtelier faisait partie des chroniqueurs et chroniqueuses depuis le début de saison. Eh bien, elle s'en va. C'est ce que le Parisien a annoncé. Oui, elle aura seulement fait une saison autour de la table. Alors, elle ne va pas très loin puisqu'elle va retrouver plutôt la chaîne info du groupe LCI où elle officiait déjà avant. En fait, elle vient renforcer les équipes en vue de l'année présidentielle qui s'annonce chargée. Alors vous n'êtes plus dans les médias, David, mais vous regardez encore les mercatos et tout, ça vous intéresse? Au-delà des mercatos sportifs, basket, foot, mais les mercatos télé, vous jetez un œil quand même dessus? Oui, bien sûr. Après, ce sont des gens que j'ai fréquentés. Vous en connaissez je ne connais pas personnellement, mais je suis copain avec son mari. Enfin voilà, c'est quand même un tout petit milieu de la télé, donc bien sûr. Et on se suit de loin en loin. Et je les attends tous à mon restaurant pour qu'ils viennent déjeuner au dîner. Absolument. Comme ça, je garde contact avec tout le monde. Absolument. Vous avez un restaurant qui n'est pas très loin d'ailleurs de TF1, de France Télévisions.
télévision de Canal+, tous les médias, vous êtes pas loin des médias. Beaucoup de choses se nouent dans votre restaurant, beaucoup de deals, beaucoup de contrats. C'est vrai que j'ai vu des patrons de rédaction et des journalistes de chaînes différentes qui venaient déjeuner chez moi, mais je ne dirais pas les noms forcément. Ah zut, on voulait des pistes pour les prochains transferts. On continue ces infos médias, Sarah, avec les dates et le lieu du prochain concert des Enfoirés. Oui, vous savez, c'est l'audience de l'année pour TF1. Quand elle ne diffuse pas le foot, évidemment, généralement, il y a 8 millions de téléspectateurs. Eh bien, l'année prochaine, ça se passera dans la capitale alsacienne, Strasbourg, au Zénith, dans la ville. Ce sera, notez bien les dates, du 12 au 18 janvier 2027 pour 7 représentations, dont plusieurs sont enregistrées. Et puis, bien sûr, il y a un montage qui est fait ensuite pour TF1. Les bénéfices du spectacle seront évidemment reversés au Resto du Cœur. Et alors, pour rappel, ce sera la première année que Patrick Bruel ne figurera pas parmi la bande dans la troupe, alors qu'il fait partie des murs dans cette bande. Hein. Il était le pilier de la troupe, l'historique. Il avait le record, je crois d'ailleurs, devant Jean-Jacques Goldman même. Présent depuis la toute première saison, première édition. Alors évidemment, comme il est accusé de viol et d'agression sexuelle, il a préféré se mettre en retrait, de lui-même, pendant quelques mois, le temps que la justice, évidemment, le juge. Et vous regardez les Enfoirés, qu'est-ce que vous regardez à la télé généralement, David? Vous, à part le sport, le direct, les JT, il y a des émissions que vous regardez, que vous ne ratez pas? Le sport, pas tant que ça. Ah ouais, pas tant, d'accord. Parce que déjà, j'étais beaucoup dedans, donc si en plus le soir j'entrais chez moi et que je me mettais devant les matchs de foot, je pense que ma femme n'aurait pas apprécié. Donc je ne sais pas si je vais ressentir quelque chose. Vous regardez pas la Coupe du Monde en ce moment? Si, quand même. Un peu quand même, bon d'accord, ok. Mais là, le restaurant est tellement prenant que j'ai pas beaucoup de... Voilà, quand je rentre, je me pose devant un match. Non, ce qu'on a l'habitude de regarder en famille, c'est The Voice, depuis, avec ma femme et nos enfants. Filles, et comme moi, je suis un peu une éponge émotionnelle, à chaque fois ça me touche. Et vous pleurez devant les candidats? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc à chaque fois, on se regarde les uns les autres en disant « Ah, tu pleures là, tu pleures. » Non, je pleure pas. Voilà, non, c'est vrai que ça nous touche. Et tiens, pour reparler de la Coupe du Monde, comment vous avez trouvé nos Bleus lors du premier match face au Sénégal ? Alors moi, quand je suis rentré du resto, je suis tombé seulement sur la deuxième mi-temps. Ah bah c'était la meilleure partie. Voilà, et j'ai compris après que j'avais rien raté. Et je suis allé chez moi et j'ai vu les buts et voilà, et je suis très content pour mon copain Xavier Domergue qui vient régulièrement déjeuner chez moi à Lille, d'M6, qui vit une compétition formidable. On s'est envoyé 2-3 messages avant le début de la compétition et ça va être une aventure extraordinaire à vivre. Ouais, absolument. On espère qu'elle ira au bout. En tout cas pour les Bleus jusqu'au 19 juillet, c'est fini. Sarah pour les news. Les news médias sont terminées pour nous. Dès demain, on passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec David Cosette. L'hôtel du bord de mer, c'est le titre de votre livre paru aux éditions City. David, vous y racontez votre histoire assez atypique, celle d'un journaliste sportif reconverti dans l'hôtellerie. Mais c'est vrai que votre carrière, après tout, pour les gens qui vous connaissent au grand public, c'est le basket que vous avez commenté pendant près de 30 ans. Il y a eu plein de chaînes différentes, Eurosport, RMC, l'équipe, mais évidemment la plus grosse partie, Canal+, qui avait les droits du basket pendant des années. Juste pour résumer comme ça, pour les gens qui nous regardent, c'était quoi votre vie d'avant ? C'était le basket, c'était des déplacements, des matchs tout le temps, toutes les semaines en permanence. Ouais, c'était en moyenne 3 matchs par semaine. À l'époque, on se déplaçait plus, c'est-à-dire que même les matchs de Coupe d'Europe, on allait se balader en Europe. À l'époque, j'étais avec Jacques Monclar ou Georges Eddy. Et donc, il y avait beaucoup de déplacements. Et il y avait des moyens à l'époque. Oui, c'est vrai, on allait. Il y en a qui restent en cabine aujourd'hui, et là, c'est... Exactement, ça a changé à chaque fois que j'ai un peu le cœur gros en me disant, tout ça, c'est derrière moi. On me dit, de toute façon, t'inquiète pas, t'as vécu la meilleure époque. Maintenant, c'est quand même sacrément différent. Il n'y a plus les mêmes moyens. Et en plus, comme j'avais des responsabilités éditoriales à Canal, où j'étais rédacteur en chef, donc quand je revenais, c'était une vie un peu folle, mais quand je revenais, fallait que je drive un peu la rédaction, tout ça. Donc c'était une vie à temps plein. Mais comme je dis toujours, j'ai jamais eu l'impression de travailler. C'est-à-dire que quand j'ai d'ailleurs parfois des adolescents qui viennent me voir en disant comment on fait pour faire comme vous et tout ça. Parce que c'est une passion en fait, c'est ça. Quand vous aimez le sport, c'est ce que je dis toujours, vous êtes payé pour aller voir des matchs au premier rang. Enfin, c'est le rêve absolu. Ouais, j'ai eu l'impression chouette. de travailler. Et après, j'ai eu l'impression de travailler en reprenant un hôtel-restaurant. Oui, là, effectivement. Et de rencontrer aussi vos idoles, peut-être, dans le basket. Hein. Oui, aussi, même si j'ai jamais été trop là-dedans, dans le côté idolâtrie, mais c'est vrai que quand on a été ado et qu'on a vu des sportifs et qu'on se retrouve après, dans le cadre de notre travail, aller boire un coup avec eux après un match et qu'ils commencent chacun à raconter leurs anecdotes, forcément, on se sent un peu privilégié. Ouais. Et quel est votre meilleur souvenir de cette période ?
Votre plus belle rencontre? Il y en a un, ouais, c'est un sportif, humain. Il y a un souvenir comme ça qui vous revient de toutes vos années basket? Sportif, c'est lié à l'équipe de France. Moi, je l'ai vraiment chevillé au cœur. Je sais que quand je commentais l'équipe de France, j'avais l'impression d'être un peu le porte-parole de tous les amateurs de ce sport en France, et je vivais les choses de manière complètement décuplée. Donc les exploits, en plus j'ai eu la chance de commenter alors plusieurs générations, mais celle de Tony Parker, qui a été la première génération qui a gagné des titres et des médailles. Titre de champion d'Europe. Voilà, titre de champion d'Europe, quand ils vont faire la Coupe du Monde en Espagne. Finale des Jeux Olympiques. Voilà, il y a vraiment des... Voilà. Et puis après, des grands souvenirs de rencontres, et puis de fêtes aussi, hein, forcément. Ah oui, il y en a aussi. Alors c'est vrai que tous les commentateurs sportifs ont leur quart d'heure de gloire. On se souvient de Thierry Roland en 98, on se souvient du coup de boule de Zidane avec Gilardi en 2006. Le but de Pavard de Grégoire Margoton, ça c'était la Coupe du Monde. Et alors vous, ça s'est passé, David, à la Coupe du Monde de basket 2014. C'était lors d'un match France-Espagne. Thomas Hurtel, donne-moi ton short. Alors voilà, ça c'est la phrase, c'est comme le putain quel pied, Thierry Roland. Lâché après le panier de la victoire des Bleus, c'était en quart de finale de la Coupe du Monde, en Espagne, contre l'Espagne, qui était super favori. C'est un exploit extraordinaire qui a eu lieu à cette époque. Ils n'avaient aucune chance, les Français. Il n'y avait pas Tony Parker, parce qu'il était blessé, il n'y avait pas Nando De Colo, l'autre star de l'équipe, et ils n'avaient aucune chance. L'Espagne était chez elle, elle devait rencontrer les Américains en finale. Ils avaient mis 25 points à tout le monde en match de poule, et la France réussit. Et Thomas Hurtel remplace Tony Parker en meneur de jeu, en fait, de l'équipe. C'est le plus grand exploit de l'histoire du basket français. Et qu'est-ce qui vous passe par la tête, là, alors ? Donne-moi ton short, Thomas. Je ne sais même pas ce qui m'arrive. Et c'est marrant parce que il y a des gens qui m'en parlent encore. Dans mon hôtel, des gens venaient à l'hôtel et demandaient s'il y avait le short que j'avais mis derrière le bar. Dans un cadre, c'est ça? Dans un cadre, ils étaient au fond du bar et il y a des gens qui se sont pris en photo avec le short de Thomas Hurtel, avec moi, tout ça, etc. C'est devenu un mème, Et c'est marrant parce que, alors sur le coup, je n'avais pas en plus, les réseaux sociaux, c'était pas aussi prégnant. Pas autant, Et j'avais pas du tout conscience de ce que ça allait devenir. Et c'est un peu comme le film Les Bronzés, peut-être qui a peut-être pas fait tant d'entrées au cinéma, mais qui est devenu un classique. Là, avec le temps, il y a plein de gens encore qui m'en parlent 10 ans après, plus que sur le coup. Ce qui m'a pris, déjà, on perd un peu la tête, forcément, on devient un peu irrationnel et on a envie de marquer le coup. Et en fait, je voulais pas demander le maillot parce que ça faisait un peu trop supporter. Et donc, j'ai demandé son short, mais je ne sais même pas encore ce qui m'a pris. Je me faisais un peu le porte-voix de tous les supporters. Qu'est-ce qu'ils auraient voulu garder de ce moment-là? Qui viennent de voir ça, c'est bien, ça fait un moment unique, qu'on vous garde. Exactement. Et c'est devenu mythique, le short de Thomas Hurtel. Et alors, en 2015, Canal+ perd les droits du basket et de la NBA. Et c'est ce qui marque un tournant dans votre carrière, finalement. Oui, exactement. En fait, il y avait un plan de départ. C'était aussi l'arrivée de Vincent Bolloré, qui n'avait rien à voir avec la fin des droits du basket. Mais voilà, bien sûr. C'est tombé comme ça. Et moi, j'ai préféré effectivement me faire confiance en me disant je vais trouver ailleurs, si possible dans le basket, plutôt que de rester à Canal+, où on m'aurait proposé peut-être un poste qui m'aurait moins épanoui que de commenter du basket. Et vous ne vouliez pas commenter autre chose? À l'âge que j'avais, et alors que ma voix était connue comme étant celle du basket, j'ai fait beaucoup de foot. J'ai fait jour de foot pendant des années, à l'époque avec Grégoire Margoton qui Canal, le présentait, Vincent Raduro. J'ai commenté même des matchs de championnat d'Europe de foot quand j'étais à Eurosport. Enfin, du foot, j'en ai fait beaucoup, mais c'était au début. Et, le basket, et si je retournais au foot, par exemple, déjà compliqué de s'y faire sa place, alors qu'il y a quand même 50 personnes qui sont capables de le faire très bien. Ma voix est tellement référencée basket que pour les gens qui écoutent, ils se diraient mais ça fait bizarre. Même si, donc je savais que j'aurais eu du mal à sortir du basket. Et j'ai enchaîné avec la chaîne L'Équipe qui a eu les droits pendant seulement 1 an. Donc après, j'ai fait qu'1 an à L'Équipe. Après, je suis parti à SFR Sport qui est devenu RMC Sport. Donc voilà, et je voyais qu'avec la volatilité des droits sportifs, il y a un jour ou un autre où il allait y avoir un directeur des sports qui allait dire « Écoute, toi, ça fait 20 ans qu'on t'entend, on va passer à autre chose. » Et là, je me serais retrouvé sans rien. Tu n'es pas compris dans le package basket automatiquement. Et ça, je l'ai fait quand même pendant 20 ans. J'ai fait beaucoup de changements de chaîne. J'ai à chaque fois eu la chance de suivre les droits. Et c'est pour ça que j'ai acheté l'hôtel en me disant « Absolument, moi, j'aurais quelque chose. » Et c'est vrai que ça arrive notamment en 2016, juste après Canal, RMC Sport, ces expériences qui tournent court. Votre femme, Sandrine, qui travaille à TF1 depuis 20 ans, est virée. Est-ce que c'est aussi ce déclic-là de vous, qui êtes un peu entre deux trucs, votre femme, c'est là que vous avez l'idée entrepreneuriale et vous dites, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça? Pourquoi est-ce qu'on n'achèterait pas un hôtel?
Parce qu'on a vécu quasiment les mêmes choses au même moment, de quitter une grosse boîte confortable au même moment. Ce projet-là, jamais j'aurais pu le mener tout seul. Ça doit être un truc de couple et même de famille. Parce que vous embarquez tout le monde. Nos enfants. Et elle-même se disait, oui, ok, allez, on peut le tenter. Si elle était restée à TF1, jamais on n'aurait connu cette expérience. Elle m'aurait dit, écoute, débrouille-toi pour trouver un nouveau boulot. TF1, et jamais on n'aurait vécu ça. C'est vraiment parce que tous les deux, on avait cette incertitude professionnelle qu'on s'est dit, allez, ça vaut le coup d'y aller. De tenter, Et alors, ce fameux hôtel, l'hôtel Bord, qui est à Hyères, c'est dans le Var, entre Saint-Tropez et Toulon, juste en face d'ailleurs du fort de Brégançon. Vous allez voir le président. La demeure du président de la République. Cet été, sûrement. Comment c'est né cette aventure? Comment vous en avez entendu parler? On en revient au basket. Déjà, moi, j'y avais dormi quand j'avais commenté un match de Hyères-Toulon à l'époque. Et j'avais trouvé l'endroit magnifique. Voilà, on pouvait prendre son petit déjeuner. Vous allez en vacances là-bas, d'ailleurs, régulièrement? Alors justement, cette idée, elle vient du fait d'un ami qui est un ancien joueur de basket que j'ai commenté pendant sa carrière, qui s'appelle Éric Serraz, et qui, après sa carrière, s'est reconverti hôtelier au Lavandou. Il avait juste à côté, Voilà, il avait 2 hôtels au Lavandou, et nous, tous les étés, on passait nos vacances là-bas avec des amis basketteurs ou anciens basketteurs, et on avait notre petit groupe. Nos enfants ont grandi là-bas tous les étés, et on voyait leur joie, leur peine, et moi, ça me faisait rêver. Je me disais, recevoir ses copains dans un endroit de rêve et tout ça, et en même temps bosser. Enfin, je me suis tout de suite... je suis un grand idéaliste, moi. C'est sympa. Je me suis tout de suite projeté, et donc Eric et Mylène, sa femme, avec eux, au début, on y allait les étés, après on y allait à chaque vacances, et je me suis imprégné avec lui de comment ça fonctionnait. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Et j'ai missionné des amis qui habitent dans le coin en disant, s'il y a une affaire de bouche à oreille comme ça qui se revend, dites-le moi. Et c'est comme ça que j'ai appris que l'hôtel Bord, éventuellement, pouvait être vendu. Alors l'acquisition, elle n'est pas simple, on va en parler, et notamment il y a les réactions dans votre entourage, je vous le dis dans votre livre, alors ça varie, ça va de génial, bravo, t'as du courage, à mais t'es complètement cinglé. En fait, je crois qu'ils m'ont tous dit bravo, t'as du courage, mais tous pensaient que j'étais cinglé. Ah ouais, tous pensaient que vous étiez cinglé, parce que c'est compliqué, l'acquisition, tout se passe dans la confidentialité en plus, non? Oui. C'est pas complètement ouvert, c'est très, très secret, très fermé. Bien sûr, ce genre d'affaires, c'est jamais à vendre dans une vitrine d'un agent immobilier, donc c'est toujours le bouche à oreille, mais c'est surtout que le process a été très très long entre la négociation avec les vendeurs déjà, parce que nous, on a revendu, on a tout mis vraiment pour essayer de l'acquérir. C'est quand même. Vous avez tout vendu, vos appartements, enfin si vous aviez un appartement on a vendu notre maison, on a tout mis sur la table, et il nous manquait quand même quelques millions. Oui, l'aspect financier, il est terrifiant. On parle de millions d'euros d'emprunts là quand même. Et donc là aussi, c'est pareil. Donc déjà, la négociation avec les vendeurs, ça a pris beaucoup de temps, donc c'est beaucoup de stress. On se dit à un moment, ça va plus se faire, puis finalement ça se refait, donc c'est un peu des montagnes russes émotionnelles. Et puis après, vous cherchez un financement, et puis vous voyez qu'il n'y a pas une seule banque qui vous suit parce que vous êtes journaliste sportif et que vous voulez être hôtelier, restaurateur, donc vous êtes en gros un peu éliminé. On tombe encore sur le problème des étiquettes en France. On va pas vous suivre parce que vous n'êtes pas, parce que c'est un milieu très difficile, ils m'ont dit, et vous n'avez pas d'expérience. Un professionnel du HCR, hôtel, café, restaurant, donc et ça s'est fait pareil à l'arrache. Avec toute cette aventure, j'ai toujours eu l'impression de vivre dans un film. Ça s'est fait à la dernière seconde. C'est ce qu'on lit dedans. Il y a un vrai suspense d'ailleurs quand on lit les chapitres. Grâce à mon ami d'enfance qui est banquier, et comme par hasard, c'est sa banque à 800 km de là. Il a dû passer un coup de fil pour dire, écoute, regarde s'il te plaît son dossier parce que t'es ma dernière chance. Et on a réussi à l'arrache comme ça. Un super comptable aussi qui bosse pour vous. Bon, après, il faut être entouré. Quand soi-même, on n'y connaît rien. Moi, je connaissais rien à l'entrepreneuriat. Il faut mieux avoir quand même des gens de confiance autour de soi un petit peu. Et votre femme et vos 2 filles, Faustine et Charlotte, elles vous suivent tout de suite ou pas dans l'aventure? Elles ont été super parce que d'ailleurs elles le disent. Elles étaient mineures encore, bon peut-être pas le choix, c'est vrai, mais est-ce qu'elles râlent un peu quand même? Quand moi j'avais appelé M6 parce que je réfléchissais, je me dis là ce que je sais faire c'est le management et la com, et je me dis si on passe sur zone interdite, il y aura des gens, ça va faire de la pub pour l'hôtel. Donc j'avais un peu forcé la main à ma femme en disant tu vas passer à la télé. Elle m'a dit j'ai pas du tout envie, mais écoute, franchement c'est important. Et vous passez dans zone interdite d'ailleurs. On a fait zone interdite parce que je suis copain avec Vincent Régnier, donc je l'avais appelé, je lui avais exposé mon projet en disant surtout Vincent t'en parle à personne, il dit oh c'est incroyable ton histoire, écoute je vais voir. Et on se retrouve dans zone interdite et elles ont eu cette belle phrase, les filles, quand les journalistes sont venus, ils ont dit mais alors qu'est-ce que vous en pensez vous? Et elles ont dit si nos parents sont contents, nous on est contents. C'est joli. C'est mignon. Et alors, le 4 mars 2020 vous ouvrez, mais patatras, quelques jours plus tard, c'est le confinement en France. Oui, donc là aussi, l'impression... C'était pas de bol. Ouais,
Comment vous le vivez là? C'est violent. Je crois que je devais gagner 2 semaines de suite au loto, le gros lot. J'avais plus de chance de gagner 2 fois de suite le loto que de fermer 3 jours après l'ouverture. Fermer alors que je découvrais l'entrepreneuriat, que c'était déjà compliqué, et enfin on ouvre, et 3 jours après on ferme, et là on se dit mais Là, comment vous faites? C'est la douche froide. Comment vous réagissez? C'est de l'incrédulité, c'est même pas de l'effondrement. Sur le coup, c'est tellement lunaire qu'on se dit bon, et je me retrouve à appeler mes salariés en disant bon, je vais vous mettre en chômage partiel. J'utilisais des termes dont je ne savais même pas quelle était la signification, bien sûr. Alors, il y aura le quoi qu'il en coûte, vous avez sûrement bénéficié. Voilà, alors moi j'ai eu la chance, alors là aussi, vous avez eu des aides. J'avais mon expert comptable que j'ai appelé et qui m'a dit t'inquiète pas David, voilà, et donc moi je suis retourné le lendemain du confinement avec le chef, on avait blindé forcément les frigos pour l'ouverture de la saison. C'était plein? Oui, c'était le premier samedi où on avait vraiment du monde et tout, on était rentré le soir, on dirait la première belle grande journée, puis on met la télé, on découvre que le lendemain c'est terminé. Donc on a tout, voilà, on a fermé et on a attendu de pouvoir ouvrir. Et pour le coup, quand on a rouvert 2 mois plus tard, nous on n'était pas prêts parce qu'on n'avait pas pu finir le recrutement. Les jeunes qu'on avait embauchés, qui ne se connaissaient pas, qui ne connaissaient pas l'établissement, n'avaient pas pu travailler ensemble sur une période de rodage parce que tout était fermé. Et au mois de juin, tout le monde a voulu aller boire des coups au bord de mer. Et dès le début juin, c'était comme si c'était le 15 août tous les jours, avec une moitié d'équipe sans expérience, avec des patrons qui n'y connaissaient rien. Donc, bon, voilà. C'est chaud. Et d'ailleurs, il est très compliqué ce premier été, vous en parlez. Il y a un moment vraiment douloureux où vous craquez complètement, nerveusement, mentalement, physiquement. Vous êtes en dépression. On vous donne des total burn-out. Voilà, total burn-out. On vous donne des antidépresseurs. Vous allez voir un psy. Alors vous dites, j'ai jamais songé au suicide. Vous le dites d'ailleurs à votre psy. Mais c'était la dépression complète, David, c'est ça? Oui, parce que j'étais physiquement à bout, parce que chaque matin, je me levais à 5h30 pour aller acheter le pain et les viennoiseries pour le petit déjeuner. Je faisais toute la journée jusqu'à faire ma caisse le soir vers minuit et demi, 1h du matin, et je rentrais, je dormais 4-5 heures, 7 jours sur 7, et du matin au soir, je n'étais qu'en stress permanent, justement par rapport au recrutement, parce qu'il nous manquait du monde, parce que je n'arrivais pas à prendre de hauteur, etc. Et des situations que je ne connaissais pas, et moi qui suis perfectionniste, à chaque fois, je vivais tout un peu difficilement, donc cette tension nerveuse a fini par complètement exploser, et un matin, j'étais vraiment... Je n'arrivais pas à me lever de mon lit. J'ai passé une semaine dans le noir chez moi. Et oui, c'était... Bon, après, moi, je suis quelqu'un de très résilient. Donc, après, une fois que l'été est passé, j'ai pris ce traitement pour que tout se reconnecte dans ma tête. Après, les situations de difficulté, tout ça, vous les connaissez. Vous finissez par philosopher en disant, oui, bon, ça, je l'ai déjà vécu. À les apprendre, c'est vrai. Et on se rend compte en hôtellerie-restauration qu'il y a toujours un miracle qui arrive. Donc, voilà, en plein milieu de l'été, par exemple, il y a quelqu'un qui se barre et on se dit, oh là là, comment on va faire? Et hop, le lendemain, il y a un jeune qui passe et qui dit, je cherche du boulot. Écoute, viens, voilà, arrive. Donc, ça fait des histoires humaines permanentes assez cocasses. Bon, c'est là aussi des montagnes russes émotionnelles, mais c'est ce qui fait le sel de cette aventure. Et aujourd'hui, comment ça va, les affaires? Et vous, est-ce que vous prenez du plaisir dans cette aventure? Vous en avez pris au bout d'un an et demi. Vous dites que ça a mis 2 ans, à peu près. La deuxième année, encore un peu mais salé. Et puis après, la 3e année, la 4e année. Alors bon, il y a toujours 3, pardon pour le terme, mais il y a toujours 2-3 merdes qui traînent. Mais on arrive à trouver un épanouissement. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, on arrive à s'appuyer sur... Alors c'est vraiment une expérience de management au sens fort que moi j'ai vécu. C'est qu'on arrive à construire son équipe, à miser sur des gens, à les faire grandir. Et ce sont des gens qui vont vous le rendre. Et donc, il y a une forme d'estime mutuelle professionnelle qui fait qu'on grandit tous ensemble, que ce soit avec le chef, avec ma directrice de salle, avec la chef des réceptionnistes. Et une fois que vous avez réussi à construire votre équipe, vous êtes en confiance, vous pouvez prendre de la hauteur. Et là, vraiment, vous appréciez les choses. Et d'ailleurs, au bout de 4 ans, vous décidez de vendre. Qu'est-ce qui se passe au moment où vous faites cette bascule? Vous avez vécu 4 ans et c'est vrai que les 2 dernières années se passent plutôt bien. Vous expliquez dans le livre, prendre vraiment du plaisir maintenant, vous, votre épouse. Pour quelle raison vous vendez l'hôtel, David, il y a 2 ans? Alors, pour 2 raisons. Déjà parce que on a tellement bien travaillé qu'on a donné de la valeur, parce qu'on a augmenté le chiffre d'affaires de 65%. Donc Vous dites que vous avez gagné autant en 4 ans en hôtellerie qu'en 30 ans de carrière télé.
Ah bon? Avec la vente. Même Ça rapporte plus que la de télé, millions. l'hôtellerie. Ah oui, Quand ça marche, quoi. Oui, parce qu'on a. Oui, Vous avez encaissé plusieurs millions, un chèque à 7 €. Entre l'exploitation et aussi la plus-value à la de la vente. Et on savait qu'on allait revendre vraiment à la hausse. Donc il y a ça en se disant quand même ce serait bien parce que c'est quand même un peu éreintant de faire déjà 4 saisons à temps plein. Et surtout parce que le basket était revenu à moi. D'abord avec Monaco Info, donc je faisais les matchs de basket de Monaco en Euroleague. Et puis après avec la plateforme Squeak. Oui. Donc je faisais Villeurbanne plus Monaco, jeudi, vendredi, j'avais l'hôtel, donc je n'arrêtais pas. Et après, cette plateforme a racheté les droits du championnat de France. Alors c'était à l'époque, c'était Squeak. Ils ont acheté ça pour 7 ans. Et ils avaient en gros tous les droits. Et il aurait fallu que je sois absent de l'hôtel jeudi, vendredi, samedi, ça faisait dimanche. beaucoup, voilà. Et Monaco, c'était à côté, ça va. Mais... Exactement. Et j'aurais pas pu tenir mon hôtel. Et donc j'ai dit à ma femme, j'ai dit bon, si on revend, on va faire une belle culbute. Moi, je vais juste commenter mes matchs. Et entre mes matchs, je reviens à la maison au bord de la piscine. Maintenant, on habite dans le sud, on est bien. Elle dit OK, banco. Et donc voilà. Et 8 mois après, Squeak arrête de payer tout le monde. Et Squeak se casse la figure. Et je n'ai plus de commentaires de basket, sauf que j'avais revendu mon hôtel. Ouais. Et la morale de l'histoire, c'est que ce pourquoi on a acheté l'hôtel, c'était le jour où le basket ça s'arrête, on a quelque chose. Et ben je l'ai oublié parce que j'ai revendu mon hôtel en me disant c'est bon, c'est reparti pour 7 ans. J'imaginais jamais ça c'est dingue et ça s'arrête tout de suite. Vous avez regretté? Bien sûr. Et je m'en voulais de me dire mais en fait tu as construit tout ça parce que le jour où le basket ça s'arrête, tu as quelque chose. Et là, j'étais tellement aveuglé en me disant c'est bon, 7 ans, j'aurai plus de 60 ans, il n'y a pas de problème. Et donc j'ai fait exactement le contraire plusieurs années après de ce que j'avais imaginé au départ. Et je me suis retrouvé sans rien. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, dans votre livre, il nous reste un peu moins de 2 minutes, c'est qu'aujourd'hui vous dirigez le restaurant Lille qui se trouve à Issy-les-Moulineaux, c'est aux portes de Paris. Mais ça a été très compliqué justement après le basket et la vente de l'hôtel de retrouver un job. Vous aviez publié un long post l'an dernier sur LinkedIn que j'avais lu en entier qui expliquait les absurdités du marché de l'emploi en France, complètement fou. Vous dites, mon profil atypique. Personne ne me répondait. Si je vais voir les médias, on me dit non David, toi t'es sorti, maintenant t'es un hôtelier restaurateur. Ah ok, donc je peux plus faire non, bon tant pis. Et alors je veux faire hôtellerie. Non, toi t'es un journaliste sportif. Et donc en fait on est entre les deux. C'est terrible. Et à chaque fois il y a une bonne raison pour laquelle on va pas vous embaucher. Donc effectivement ça a été des moments compliqués. Ouais. Alors que je trouvais moi que mon parcours était une vraie richesse en termes de management. Enfin voilà, je peux maintenant diriger l'entreprise, mais je peux aussi très bien juste venir vous commenter un match, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais ça s'oublie pas, c'est comme le vélo. Bien sûr, mais malgré ça, c'était pas aussi facile que ça. Les fameuses étiquettes en France. Qu'est-ce que vous gardez de cette aventure au final, l'humain avant tout? Vous dites c'est une aventure humaine de fou. Oui, exactement. Les liens tissés avec l'équipe, les moments d'émotion qu'on a passés, et puis surtout le message que j'ai pu transmettre à mes enfants. C'est croyez en vos rêves et surtout battez-vous. Et si vous vous battez et que vous êtes passionné, vous allez y arriver. Eh ben, en tout cas, merci d'être passé nous voir, David. Vraiment, c'est un livre que je recommande chaudement. C'est une belle histoire, à la fois entrepreneuriat, familial, intime, également humaine et de résilience aussi. Et comme on aime en lire et qu'on aimerait en lire plus souvent. Sarah ? C'est terminé pour nous? Oui, on se retrouve demain. Lundi, oui, absolument. On vous souhaite un lundi, très bon week-end. Effectivement, on est vendredi. Passez un très bon week-end. Merci à tous et encore merci de votre fidélité.